Bonjour à vous, bonjour à tous. Le livre que j'ai écrit s'appelle Averroès l'inquiétant. C'est un livre qui est sorti d'abord en français en 2015 et c'est un livre sur Averroès, donc Averroès, le nom latin d'Ibn Rushd, le philosophe arabe andalou. Et c'est un livre qui porte plutôt, c'est un essai qui porte plutôt sur le rapport de l'Europe, disons d'un terme très délicat, qu'il faut redéfinir à chaque fois, de l'Europe à la figure latine d'Ibn Rushd, donc à la figure d'Averroès. Ce n'est pas un livre sur la pensée arabe elle-même, ce n'est pas un livre sur la pensée arabe authentique d'Averroès, mais plutôt une sorte de réflexion sur les rapports complexes que l'Europe ou la latinité, et d'abord la scolastique, parce que c'est mon terrain de travail, a entretenu avec la figure d'Averroès. Alors le point de départ, il est très connu de tous, même quand on n'est pas médiéviste ou spécialiste de la pensée arabe ou de la scolastique, c'est que Averroès, qu'on connaît comme le grand commentateur d'Aristote au Moyen Âge, est une figure ambiguë, qui a deux aspects presque contradictoires. D'un côté, c'est un homme que les latins vont lire. D'abord, son œuvre est traduite très tôt, puisque lui, il meurt en 1198 et les œuvres arrivent en latin, une partie des œuvres, vers 1220-1225 à Paris. Donc d'un côté, il est très lu, on lit ses grands commentaires d'Aristote et on le salue comme commentateur, on a besoin de lui parce qu'évidemment le corpus d'Aristote qui arrive étant extrêmement complexe, c'est d'une certaine manière grâce à Averroès que l'on va apprendre à le lire dans le détail, à le comprendre, à le commenter, et donc tout le monde le lit. Pas seulement les maîtres essarts, pas seulement les philosophes, mais les théologiens, et aussi bien des Bonaventure que Thomas d'Aquin ou Albert le Grand, etc. Et d'un autre côté, par certains aspects de ses commentaires, et en particulier par son grand commentaire au traité de l'âme, sa lecture va faire scandale. Et on va considérer à partir des années 1250-1255 que sur la question de la psychologie, sur la question de l'âme, et en particulier de l'âme humaine, et plus en particulier encore sur la question de l'intellect humain, ce qu'il prête à Aristote, ce qu'il développe en lisant Aristote est absolument inacceptable. C'est-à-dire non seulement quelque chose d'impie, d'inacceptable du point de vue religieux, mais ça c'est une évidence, mais quelque chose de philosophiquement dangereux qu'il faut absolument condamner. C'est pourquoi d'ailleurs Thomas d'Aquin, qui le condamnera une première fois à Paris, sera renvoyé par l'ordre dominicain à Paris à la fin de sa vie, pour une nouvelle fois lui répondre en apprenant que des maîtres essarts, des jeunes maîtres essards, en l'occurrence Sigé de Brabant, continuaient d'enseigner cette lecture-là du De Anima d'Aristote avec Averroès. Donc il y a eu un scandale et en gros, pour dire les choses très très rapidement, le scandale consiste à dire que la doctrine de l'intellect d'Averroès, ou celle qu'il prête à Aristote, est folle parce qu'il prétend que l'intellect est éternel, parce qu'il est unique pour toute l'espèce et parce qu'il est séparé ontologiquement des individus. Ça, c'est la triple thèse. Et la conséquence de cette triple thèse, c'est que l'on ne peut plus dire, on le dirait, disons, si on était des philosophes modernes, on ne peut plus dire cogito, on ne peut plus dire je pense. Alors Thomas d'Aquin dit on ne peut plus justifier cet énoncé qui devrait être un axiome, à savoir hic homo intelligit, c'est-à-dire cet individu, cet homme intellige, fait acte d'intellect. C'est-à-dire que le système d'Averroès retirerait à l'homme sa rationalité. L'individu ne serait plus capable d'intelliger, de penser, si j'emploie un terme un peu trop vague, et la pensée serait quelque chose qui se ferait certes à partir de lui, à partir de ses images, mais malgré lui, quelque chose qui en tout cas lui échapperait, qui ne serait pas son œuvre propre, et l'individu ne pourrait pas dire je pense, comme il dit je vois, je sens, j'imagine. Et en retirant à l'homme sa rationalité, en retirant à l'homme l'intellectualité, eh bien c'est tout qui serait détruit, c'est-à-dire la morale, la politique et d'abord l'être même de l'homme. Donc les latins très vite vont considérer que Averroès, ce grand commentateur sur la question de l'intelligence, fait quelque chose d'absolument inacceptable qui consiste à ruiner la définition même de l'homme comme être doué d'intelligence, comme être doué de raison, avec des conséquences catastrophiques. Et l'idée, ça n'est pas de dire que Averroès
a défendu cela, disons, consciemment, en assumant une espèce de position radicale, folle, volontairement opposée à toute la tradition. Non, l'idée c'est de dire qu'il a été trop métaphysicien, il a quitté le terrain de la psychologie évidente, il a mal compris Aristote, et il en est venu à défendre une position qui en vérité ne tient pas et dont lui-même devrait reconnaître qu'elle ne tient pas. Donc l'idée ça a été cela. Alors cette querelle en elle-même, elle est passionnante quand on considère les textes d'Aristote, les textes d'Averroès, les textes de Thomas, et puis de tous ceux qui soit l'ont défendu, soit l'ont attaqué. Mais ce qui m'a frappé, c'est deux choses. D'une part, la violence de la réaction au XIIIe siècle, violence qu'on peut tout de même comprendre parce qu'elle touchait le point crucial de l'anthropologie, mais aussi le fait que cette violence n'ait jamais véritablement cessé. Et que si Thomas d'Aquin a produit une destruction de la lecture d'Averroès assez géniale, et qui va servir un peu de matrice à toutes les lectures postérieures, eh bien, la condamnation d'Averroès par Thomas, puis par l'Église, puisque Tempier en 270 et en 277 condamne en partie Averroès sur ces questions-là aussi, eh bien que cette condamnation, qui va avoir lieu de façon extrêmement brutale, ne va jamais cesser de reparaître. Ce qui veut dire que ne vont jamais cesser de reparaître aussi des partisans de cette doctrine, des partisans plus ou moins fidèles, plus ou moins intelligents, plus ou moins proches de l'original averroïste. Et donc, on ne peut qu'être étonné, quand on fait un petit peu d'histoire de la philosophie, de voir réapparaître au fil du temps, pas toujours au premier plan, pas toujours de façon aussi éclatante qu'au XIIIe siècle dans la querelle Thomas-Siger, Thomas-Averroès, mais de voir réapparaître au début du XIVe siècle, par exemple, des averroïstes, disons pour faire simple, le terme en vérité est compliqué, mais je l'emploie ici pour être commode, des averroïstes, des défenseurs de cette doctrine un peu radicale, des gens comme Jean de Gendin, Thomas Wilton, Antoine de Parme, beaucoup d'Italiens, puis à Padoue au fil des siècles, et des ripostes anti-averroïstes qui, chaque fois, dans une espèce de dialectique assez fascinante, vont enrichir mutuellement leur argumentaire parce que les choses se déplacent, des arguments nouveaux apparaissent, des contre-arguments, eux aussi, font leur apparition. Et finalement, cette querelle-là, ultra-violente, ne cesse de se rejouer au fil du temps, quasiment jusqu'au XIXe siècle. Si je dis XIXe siècle, c'est parce que, comme tout le monde, je pense à Renan, et que Renan, c'est quelqu'un qui écrit sa thèse sur Averroès et les averroïstes, et une thèse un peu folle, un projet un peu absurde, puisque, comme on sait, il juge très très sévèrement la pensée arabe, très sévèrement la scolastique, très sévèrement les averroïstes, et qu'il écrit une thèse en gros pour dire Averroès et les averroïstes, ça ne vaut pas une heure de peine, ça ne sert à rien, plus personne ne les lit, ça n'a aucun intérêt. Donc on se demande bien pourquoi quelqu'un jugeant si sévèrement Averroès et les averroïstes juge bon de consacrer une thèse, 3 ans de sa vie, à la rédaction d'un texte sur des auteurs inutiles. Et chez lui aussi, on retrouve avec un grand style et quelques propos très délicats, pour dire les choses de façon légère, on retrouve chez lui cette ambivalence entre fascination, quelque part, et puis un rejet très très fort. Mais je prends Renan, mais au fil des siècles, on retrouve cela. Si on pense à Pétrarque, par exemple, on sait bien la violence qu'il déploie contre Averroès. Si l'on pense à la Renaissance, si on pense à Ficin, par exemple, ce qu'il écrit à propos de l'immortalité de l'âme contre Averroès, mais à l'époque moderne aussi. Lorsqu'on attaque Descartes à Utrecht, on l'attaque au nom de l'avéroïsme, on le taxe d'avéroïsme. Luther sera attaqué pour avéroïsme. Les protestants attaqueront parfois les catholiques en les appelant avéroïstes. Kant, en 1800, sera attaqué par un étudiant qui le taxera lui aussi d'avéroïsme. Herder attaque Kant en le traitant d'avéroïste. Spinoza est régulièrement traité d'avéroïste. Il suffit d'ouvrir le dictionnaire de Bayle
qui fait explicitement référence à Averroès lorsqu'il traite de Spinoza, etc., etc., etc. Bon. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est à la fois la violence de l'attaque anti-avéroïste lorsque le phénomène apparaît au XIIIe siècle et la récurrence du phénomène. Je me suis demandé pourquoi, à quoi il fallait rapporter cela, quelle était la raison de cette histoire de la violence anti-avéroïste. Et je suis allé chercher une clé de lecture contestable, j'en mesure bien les limites, mais au fond j'avais envie aussi dans un essai de m'essayer à cela. Je suis allé chercher une clé de lecture dans la psychanalyse, qui vaut ce qu'elle vaut, qui a ses limites, mais qui a sa valeur, me semble-t-il, à partir du moment où tout ce que je le raconte sur une base théorique extrêmement précise. Et la clé de lecture est très facile et très célèbre, mais elle a son sens, c'est le concept freudien bien connu d'étrangeté. En allemand, c'est le Unheimlich, ou la Unheimlichkeit, c'est-à-dire en français, on a une traduction traditionnelle contestable qui est l'inquiétante étrangeté, ou l'inquiétance, bon, quelque chose d'inquiétant. Et comme on sait, ce concept très célèbre qu'on utilise beaucoup, à tort et à travers, parfois très mal, ce concept, Freud en fait un usage assez extraordinaire, simple, mais très opératoire, lorsqu'il dit que ce qu'il appelle, lui, unheimlich, c'est quelque chose de très particulier, c'est certes quelque chose d'angoissant, quelque chose d'inquiétant, quelque chose qui produit le malaise, mais il ne faut pas mal comprendre en allemand le un, qui veut dire non, et une négation, dans le syntagme unheimlich. Le heimlich, c'est ce qui est familier, c'est ce qui relève de la maison, de ce qui est connu. Et le unheimlich, à proprement parler, c'est ce qui est non familier. C'est l'inconnu, le non connu, ce qui précisément ne connaît pas. Et Freud, et c'est là qu'il est génial, dit, c'est bien connu, hein, je dis quelque chose là de très très simple, que le unheimlich, pour qui le comprend bien, ça n'est pas l'inconnu, ça n'est pas le malaise produit par quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est le malaise produit par quelque chose qu'on connaissait, qu'on a très bien connu, quelque chose qui était jadis, autrefois familier, mais qu'on a recouvert, qu'on a surmonté, qu'on a dépassé ou qu'on a cru dépasser et qui en vérité revient et qui, en revenant alors même qu'on l'avait dépassé, nous angoisse. Donc le unheimlich, l'inquiétude, l'inquiétance, l'inquiétante étrangeté qui m'intéresse, c'est cette forme d'angoisse qui procède de quelque chose qui n'est pas le barbare, qui n'est pas l'inconnu, mais qui est du familier refoulé et qui revient et qui en revenant nous angoisse parce qu'on était censé l'avoir dépassé. Et il me semble que cette catégorie-là marche très bien pour expliquer le rapport ambivalent de l'Europe à Averroès. Et c'est une bonne clé de lecture pour approcher et la figure d'Averroès dans son rapport à l'Europe, et pourrait-on dire peut-être ce qu'est la pensée arabe dans le rapport à l'Europe, et puis d'abord le système même d'Averroès. C'est par là que j'ai commencé et qui a débouché sur des résultats qui m'ont beaucoup surpris et beaucoup fasciné. Parce qu'on pourrait se demander, on pourrait s'étonner, se dire qu'au fond, il y a peu de philosophes dans l'histoire qui ont produit des systèmes maudits. C'est une belle question d'ailleurs. C'est quoi un système maudit? Qu'est-ce qui fait qu'un système est scandaleux? Parce que s'il est idiot, bêtement scandaleux, il ne reste pas dans l'histoire. Mais un système dont on ne cesse de dire qu'il est scandaleux, qu'il est impossible, qu'on ne peut pas le défendre. Peu d'auteurs ont fait ça. Au fond, j'en vois deux, c'est-à-dire je vois Spinoza et puis peut-être Averroès, qui est le père de Spinoza de ce point de vue. Et quand on regarde Freud, et que Freud donne des détails, c'est-à-dire des exemples de cette inquiétance, de cette inquiétude, de ce phénomène d'inquiétante étrangeté, il donne un certain nombre d'exemples. Je me suis rendu compte que tous les exemples qu'il donnait, on pouvait les appliquer, les transposer au système d'Averroès. C'est-à-dire que Averroès a produit une psychologie ou une doctrine de l'intellect assez extraordinaire en ceci que elle réactive des motifs d'inquiétude pour l'homme même en général et pour l'Européen en particulier. C'est-à-dire que, mais tout ça demanderait beaucoup de temps pour qu'on l'explique et le détaille,
C'est comme si l'européen ou le latin, disons, j'ai conscience que ces termes-là sont délicats, était composé d'un certain nombre de constituants, d'éléments identitaires, et que dans ces éléments identitaires entrait quelque chose que venait bousculer la philosophie d'Averroès ou sa psychologie. C'est ça que j'ai essayé de montrer. C'est-à-dire, c'est comme si l'européen ou le latin s'était construit par le refoulement ou le dépassement d'un certain nombre d'éléments dont l'anthropologie d'Averroès était la réactivation. Voilà pour dire les choses complètes. Je donne un exemple très simple qui ne vaut pas simplement pour l'européen, mais tout de même. Disons l'autonomie de la pensée. Comme dit Freud, au fond, l'autonomie de la pensée, l'idée que nous soyons maîtres de nos pensées, c'est quelque chose dont on peut considérer que ça s'est construit, que l'enfant vit d'abord dans un monde magique, où il a le sentiment d'être possédé par des forces qui l'animent, qu'il y a des dieux partout, qu'il y a des forces partout, et puis peu à peu nous nous construisons dans notre solitude et dans notre identité, dans notre propre puissance, etc., avec ses limites, d'accord, mais avec son autonomie aussi. Eh bien, d'une certaine manière, le système d'Averroès, lorsqu'il place un intellect au-dessus de nos têtes, dont nous ne serions que les marionnettes, parce que cet intellect viendrait se servir de nos images pour produire de la pensée qui nous échapperait en dehors de nous, ce point de doctrine-là, c'est comme la réactivation d'une angoisse infantile où nous concevons comme les jouets de forces, d'ailleurs parfois maléfiques, qui s'emparent de nous pour vivre à nos dépens. Et c'est pas pour rien que dans l'histoire, d'ailleurs, à un moment donné, on va voir surgir la figure du démon pour dénoncer Averroès. Averroès, c'est quelqu'un qui fait de l'intellect une espèce de démon qui utilise nos corps malgré nous. Bon, là, c'est un exemple assez fascinant. C'est-à-dire, c'est comme si, c'est banal à dire, mais évidemment que la théorie moderne de la subjectivité se construit dans l'Europe médiévale à l'époque de la scolastique. Elle se construit pas à pas. Elle n'apparaît pas du tout au XVIIe siècle par rupture radicale par rapport au Moyen-Âge, pas du tout. Un Thomas d'Aquin, lorsqu'il dit « hic homo intelligit », il pose une pierre dans une tradition déjà longue, adossée à Augustin, de la doctrine moderne de la subjectivité. Averroès est celui qui vient perturber ce jeu-là, tel que les latins le lisent. Hein. Je ne dis pas que c'est l'Averroès authentique, mais tel que les latins lisent son système, ils lisent quelque chose qui vient perturber le jeu, disons, d'une âme close sur elle-même, bien sûr ouverte à Dieu, mais tout de même maîtresse de ses puissances et maîtresse de sa rationalité. Donc là, on a un exemple particulier. Mais il y en a beaucoup d'autres. Le plus spectaculaire, c'est lorsque Thomas dit au fond, la théorie d'Averroès sur l'intellect, c'est comme si on imaginait un œil unique qui serait arraché à l'individu et placé au-dessus de toutes nos têtes et qui regarderait pour nous tous. Il faut se rappeler que Freud dit évidemment que la première angoisse infantile, c'est celle de la castration. Et donc, le système d'Averroès, c'est celui qui réactive dans l'individu la peur de la castration, à commencer par la castration mentale, le fait de nous déposséder de notre propre puissance d'agir. Donc, je me suis dit que, de manière inattendue, assez jouissive, assez excitante, très ouverte, parce qu'au fond, ce livre-là, il en appelle beaucoup d'autres. J'aurais pu développer à l'infini ce que j'y voyais. Je me disais qu'on retrouvait dans la noétique, la doctrine de l'intellect d'Averroès, tous les motifs que Freud repérait pour expliquer l'inquiétante étrangeté comme phénomène particulier d'angoisse. Et que du coup, on trouvait là une raison assez intéressante pour comprendre le rapport très ambigu que l'Europe aurait entretenu avec Averroès. Pourquoi l'Europe, pourquoi la latinité en particulier? C'est une question compliquée, mais parce qu'il y a tout de même des éléments théoriques qui se sont développés en Europe et pas ailleurs, et que c'est ça qu'Averroès venait bousculer. Mais bon, il y a d'autres éléments, je ne détaille pas tous les chapitres du livre, ce sont des illustrations de cette question-là, mais j'ai essayé pour la préface italienne de dire quelque chose d'autre qui, tandis que je parlais de ce livre, me sont apparus. C'est que, et ça n'est pas mineur, si vous voulez,
l'un des intérêts du livre pour moi, même si c'est très simple, mais c'est simple à dire, mais ça n'est pas mineur du point de vue politique, y compris pour notre propre actualité, c'est que si on applique à Averroès et à son système d'abord cette notion d'inquiétude, d'inquiétance, d'inquiétante étrangeté, comprise comme du familier d'autrefois refoulé, surmonté, mais qui revient, la leçon qu'on doit en tirer, c'est qu'Averroès, ça n'est pas le barbare de l'Europe. Qu'Averroès, l'arabe, et je peux m'exprimer ainsi parce que dans les textes de la scolastique tardive, celle des Conimbricenses, dans lesquels Descartes et les autres font leurs armes, ils l'appellent parfois arabes, l'arabe. Et donc, il n'est pas inutile, même si la dimension musulmane d'Averroès n'est pas au centre des débats, là je mentirais si je le disais, mais cette dimension arabe, elle est quand même là. Il n'est pas sans intérêt de rappeler, si on applique la grille que je propose, que du coup, Averroès l'arabe n'est pas l'autre de l'Europe, n'est pas le tout autre de l'Europe, n'est pas le dehors absolu de l'Europe. Si c'est un dehors produit au-dedans de l'Europe, c'est-à-dire produit tandis que l'Europe, comme un enfant, devenait adulte et a jugé bon de refouler. Donc c'est une espèce de refoulement interne à la constitution même de l'Europe. Et s'il y a dans Averroès quelque chose qui relève du monde arabe, quelque chose qui relève de la pensée arabe, et évidemment oui, alors il y a quelque chose là à penser, non seulement dans la constitution même de l'Europe, mais dans le rapport extrêmement ambivalent que l'Europe entretient à cette dimension arabe de la pensée, et peut-être à cette dimension européenne refoulée qui s'adosserait à la pensée arabe. Donc ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, qui est simple à dire, je le répète, ce n'est pas une découverte en soi. Je veux dire, tout le monde sait bien qu'il y a une forme de dette, même si les gens sont hystériques et disent n'importe quoi là-dessus, mais qu'il y a une forme de dette. Et il ne s'agit pas de dire que c'est la source de l'Europe, la source exclusive, pas du tout. C'est l'un des ferments de l'Europe, c'est l'une des voies, l'une des sources, dans un réseau extrêmement compliqué d'héritage et de corpus, disons. Mais il me paraît fondamental, peut-être pour repenser les rapports violents, tendus, nerveux de la pensée européenne à la pensée arabe, d'appliquer à partir d'Averroès ce schéma-là. Et puis je dis une dernière chose qui me fascine beaucoup, mais c'est une sorte d'hypothèse que je fais dans la préface italienne, et seulement là. C'est que j'ai eu tort de ne pas y insister en conclusion de mon livre, mais bon, le livre était déjà sorti lorsque ça m'est apparu. Mais Averroès et les Arabes d'ailleurs, ils ont une très belle théorie de la pensée, un très beau système pour rendre raison de la pensée humaine, et un système assez éloigné de ce qu'on considère en Europe comme, disons, la caractéristique des Lumières européennes. Ce système consiste à dire que la pensée de l'individu repose fondamentalement sur une pensée extérieure, une pensée extrinsèque, ce que la tradition appelle l'intellect agent, la tradition aristotélicienne. Et que la pensée de l'individu ne s'explique pas bêtement, tout bonnement, par le fait de posséder une faculté propre, une faculté à soi, dès la naissance, si vous voulez, dont la vie ne serait que le déploiement. La vie de l'individu, la vie mentale de l'individu, la vie intellectuelle de l'individu, en fait, doit se voir en termes d'acquisition. C'est un concept clé de la pensée arabe. Penser, ça consiste à acquérir, à s'approprier sa propre pensée, mais à partir d'une intelligence qui est au départ extrinsèque. Donc toute pensée, d'une certaine manière, est une pensée du dehors que l'on doit faire sienne. Donc penser, c'est faire sien une intelligence extrinsèque. Alors, c'est une position délicate, les latins l'ont mal comprise, ils ont exagéré cette extrinsèquité, cette extériorité, cette externalité, ils l'ont exagérée, mais bien comprise, elle a un sens assez fort qui n'a rien à voir, disons, pas, avec la pensée d'un Descartes ou d'un Kant,
Et je le répète, c'est une pensée qui consiste à dire que donc on acquiert, on fait sien une pensée originairement du dehors. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que il me semble que c'est une chose assez connue que l'Europe, lorsqu'elle s'est constituée, l'Europe dans sa dimension non pas territoriale, hein, militaire, géographique, mais l'Europe du point de vue de la culture, disons. Que l'Europe s'est conçue, comme d'autres cultures évidemment, mais dans un processus d'acculturation très singulier. Un processus d'acculturation qui a consisté à reconnaître sa secondarité. L'Europe, elle est seconde par rapport à Rome, par rapport au latin. L'Europe, elle se construit par acquisition d'un savoir extrinsèque, grec et latin, par assimilation, par digestion, sur un mode très particulier, d'un savoir du dehors, mais une assimilation qui consiste précisément à faire sien ce dehors pour en produire quelque chose de génial et de propre. Bon, alors si cela c'est l'histoire, si cela c'est vrai, si le processus de constitution de l'Europe du point de vue de la culture, c'est un processus d'acquisition d'un donné au départ extérieur, alors, de manière assez fascinante, la noétique d'Averroès et peut-être plus largement le système de pensée que les grands penseurs arabes ont produit, c'est comme le paradigme même, le modèle même du processus d'acculturation de l'Europe. C'est-à-dire l'idée d'Averroès que penser consiste à faire sien une intelligence extrinsèque, cette idée-là, qui vaut dans son système pour décrire la pensée humaine, c'est presque le modèle même du processus d'acculturation de l'Europe. Ça, c'est déjà une thèse en soi. C'est déjà une belle thèse, une belle idée. C'est-à-dire qu'Averroès, c'est pas seulement celui qui donne des petits concepts, c'est pas seulement celui, encore que cela soit étudié, qui apprend à la scolastique à commenter. C'est pas seulement cela, ce qui est déjà beaucoup. C'est celui dont le système noétique est comme, je le répète, le paradigme du processus d'acculturation de l'Europe. Première thèse. Mais deuxième thèse, si cela c'est vrai, on peut trouver là une autre raison de l'angoisse que l'Europe éprouve à l'égard d'Averroès et peut-être de la pensée arabe en général. Parce que il est sans doute incontestable que l'Europe, dans sa secondarité, dans la reconnaissance de sa dette, a eu envie d'éprouver sa propre génialité, son propre talent, sa propre autonomie. Enfin, qu'y a-t-il de plus prétentieux que l'Europe, d'une certaine manière? Je veux bien que l'Europe ait reconnu une forme de dépendance, mais l'idée, et c'est pas pour rien qu'on parle d'européanocentrisme, que, au bout d'un moment, tout se soit joué là, que la modernité se soit jouée là, au point d'envisager un modèle qu'il s'agit d'imposer au monde entier, cette idée-là, elle est apparue. Et dans ce cadre-là, évidemment je vais vite, mais dans ce cadre-là, tout ce qui peut rappeler à l'Europe sa dépendance à l'égard d'un dehors est malvenu. L'angoisse pour l'Europe vient du rappel permanent qu'un corpus étranger constitue pour elle un ferment sans lequel elle n'aurait pas eu lieu. Donc il me semble qu'à ce niveau global, non plus seulement du dedans pour les petits concepts, et en soi c'est fascinant à étudier, et ça demande de bien regarder Averroès, de bien regarder comment les latins ont compris, mais de façon globale, comment un système, par ce qu'il présente du rapport de l'individu à la pensée, comment un système peut avoir servi de paradigme angoissant pour l'Europe dans la conception qu'elle a eue de la constitution de sa propre culture, ça me paraît quelque chose d'assez enthousiasmant. Et je suis content du coup de pouvoir vous en parler à vous à la sortie de ce livre italien, en italien, parce que c'est ce que j'ai essayé de dire un peu mal, un peu vite, dans la préface italienne. Voilà. Donc je n'entre pas dans les détails, mais l'essentiel de ce que je voulais dire est là.